Gustave Thibon, au secours des évidences. Une évolution régressive. Freud, dans sa métaphysique, par ailleurs très contestable, affirme que l'être humain est régi par deux tendances antagonistes, la libido, ou force vitale, et l'instinct de mort. Ce dernier terme me paraît s'appliquer singulièrement à l'idéologie égalitaire qui ravage notre époque. Qu'est-ce en effet que la vie? La différenciation des éléments qui composent l'être vivant et l'unité qui en résulte. Et qu'est-ce que la mort? Le retour à l'indifférenciation et la rupture de l'unité. Dans un cadavre, la cellule cérébrale, la plus noble de toutes, se décompose au même titre que la cellule adipeuse et perd toute supériorité sur celle-ci. Tout retourne à la matière originelle. La dépouille de César ou de Socrate ne vaut pas mieux que celle d'une canaille ou d'un imbécile. On y trouverait, disait Victor Hugo, en les traitant par les mêmes réchauds, la même quantité de phosphate et de chaux. Le nivellement est parfait. Plus on s'élève dans la hiérarchie des êtres vivants, plus augmente la diversité et la complexité des organes, ainsi que le caractère spécifique et non interchangeable de leurs fonctions. Et cette loi de la vie s'applique également au corps social. Au bas de l'échelle, la tribu primitive comporte des chefs. Les animaux vivant en groupe en ont aussi, mais l'égalité y règne dans l'accomplissement d'un petit nombre de tâches élémentaires: chasse, pêche, cueillette, élevage. À l'inverse, dans les sociétés évoluées, les tâches se ramifient à l'infini, en fonction des dons naturels de chacun et de la compétence acquise par l'éducation et confirmée par la compétition. Et les progrès de la civilisation entraînent des différenciations toujours plus nombreuses et des sélections toujours plus sévères. Un seul exemple, la rigueur avec laquelle on choisit les candidats cosmonautes et l'entraînement auquel on les soumet. Ici, plus la moindre trace de nivellement, mais la culture intensive de l'inégalité. C'est là qu'éclate l'illogisme de l'idéal égalitaire, qui se baptise volontiers progressisme, mais qui en fait se traduit par une régression vers les formes inférieures de la vie, sinon vers la matière inanimée. Nivellement des fortunes et des revenus par l'impôt et la redistribution, nivellement des intelligences par l'uniformisation de la culture, nivellement des capacités par la cogestion, bref, abolition de ces différences de potentiel entre les hommes qui font l'unité et le dynamisme d'une société. C'est partout la même obéissance à la loi d'entropie, autrement dit, le même glissement vers le chaos. Un jeune abbé me disait récemment que le prêtre doit se distinguer le moins possible du commun des mortels. Quel idéal, ai-je répondu. Y a-t-il rien qui se distingue moins d'un grain de sable qu'un autre grain de sable? Je pense au contraire que le prêtre ne se distingue jamais assez du troupeau par la qualité de sa foi et l'intégrité de sa conduite. Segregatus in evangelium, mis à part pour annoncer l'Évangile, dit la liturgie de l'ordination. Dans tous les domaines, les hommes ont essentiellement besoin, soit pour donner ce qu'ils ont, soit pour recevoir ce qui leur manque, que leurs semblables soient aussi leurs complémentaires, ce qui implique la présence et le libre jeu des différences. Tous les échanges féconds impliquent l'inégalité. Et c'est sans doute pour cela que les pays d'élection de l'ennui, avec ses tristes dérivatifs, drogue, pornographie, etc., sont ceux où l'idéal égalitaire s'est le plus incarné dans les structures et dans les mœurs, en Suède par exemple. Mais où sont les causes profondes de cette évolution régressive? En premier lieu, il faut signaler l'envie, ferment corrupteur des démocraties qui cherche dans l'égalitarisme un remède à l'irritation provoquée par la supériorité ou les privilèges d'autrui. Ensuite, le besoin de sécurité,
la peur des responsabilités et des risques qu'éprouvent les êtres mal doués pour la compétition. Quoi de plus rassurant pour ces derniers que le nivellement? Quand tout le monde est au rez-de-chaussée, personne ne craint plus de dégringoler l'escalier. Le rêve égalitaire, baume pour l'envie, est aussi un refuge pour l'incapacité et pour la paresse. Enfin, l'application simpliste de l'intelligence abstraite, de type mathématique, aux réactions sociales. Certes, tous les hommes se valent en tant qu'unité arithmétique, ce qui justifie en apparence l'égalitarisme. Mais leur valeur est très inégale en tant qu'unité vivante et membre actif de la communauté. Est-ce à dire qu'on doive s'accommoder sans discussion de toutes les formes d'inégalité qui existent dans la société actuelle? Pas du tout. Car si l'égalitarisme est absurde, toute inégalité et tout privilège sont injustes dans la mesure où ils ne correspondent pas à une valeur et à un service. D'où la nécessité d'organiser la compétition, de sorte qu'elle fasse émerger les meilleurs et qu'elle élimine les profiteurs et les parasites. Ni fausse inégalité, ni égalitarisme, l'un d'ailleurs appelant l'autre, car c'est l'incurie et les abus des pseudo-élites dirigeantes qui attisent la fièvre égalitaire. Et c'est dans les démocraties dites populaires que fleurit le pire des parasitismes, celui d'une bureaucratie aussi écrasante pour les libertés individuelles qu'impuissante à promouvoir le bien commun. L'égalitarisme est la caricature et le tombeau de la vraie démocratie. Celle-ci n'est pas quantitative, mais qualitative. Elle ne consiste pas dans l'obéissance à la loi abstraite du nombre, mais en ceci que chaque citoyen doit pouvoir agir et décider librement là où il a qualité pour le faire, c'est-à-dire dans les limites de sa compétence et de sa fonction, et recevoir une récompense proportionnée à ses services.